toutes les idées d'avenir que j'avais jusqu'à maintenant, elles n'envisageaient pas de faire un tour du monde. Donc du coup, ça retrie les cartes en fait. C'est assez compliqué de répondre en rentrant. Je vais faire telle ou telle autre chose. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les « je m'en sortirai jamais »,« j'ai pas le temps » ou « je le ferai plus tard » ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Et cette semaine, le nouveau quart de siècle que j'invite s'appelle Vincent Royer. L'année 2019 pour Vincent ne va pas être ordinaire. Membre de l'association Coexister, il a été sélectionné avec 3 autres donc, pour réaliser un tour du monde qui s'appelle l'Interfaith Tour. Donc ça consiste à réunir 4 jeunes de confessions et religions différentes pendant 8 mois pour découvrir des initiatives interreligieuses dans le monde. Au-delà de ça, Vincent se raconte et a conscience que tout peut changer et peut-être rien ne sera comme avant à son retour. À J-94 du départ, on fait le point et on se questionne avec lui en fait sur son parcours, cet engagement et les compromis aussi que cela implique. C'est parti pour un nouveau quart de siècle. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4. Fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Salut Vincent. Salut Lucie. Alors tu fais partie de l'association Coexister. Oui. Donc pour expliquer rapidement, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans maintenant par Samuel Djiboski, qui avait 16 ans à l'époque. C'est un mouvement donc vous appelez interconvictionnel, Oui. qui permet donc aux jeunes français mais aussi européens, il me semble, de 15 à 35 ans, donc on est en plein dedans, Ouais. de créer donc du lien social et de promouvoir un mieux vivre ensemble. Donc la religion est quand même souvent au cœur des débats sociétaux, et vous en fait vous en servez comme un vrai moteur de création dans l'association, dont tu fais partie depuis quelques temps déjà, et tu as réussi à être sélectionné pour participer donc à l'Interfaith Tour. Donc explique-moi un peu avec tes mots ce que c'est, tout ça, et puis en l'occurrence même rapidement me décrire chaque membre de ton équipe avant de revenir à ton propre parcours. Ok. Alors, l'Interfaith Tour, c'est un projet, en fait, c'est une incroyable chance de participer à un tour du monde qui va durer 8 mois, où on va aller, donc, avec une équipe de 4, dans 25 pays, essayer de trouver qui utilise l'interconvictionnel ou l'interreligieux dans des pays où il n'y a pas forcément de personnes qui se disent athées ou agnostiques, comme un moteur pour construire la société, construire une meilleure façon de vivre ensemble. Alors je te coupe juste, Ouais. Qu'est-ce que c'est agnostique? Agnostique. Agnostique, en plus je le dis très mal. Agnostique, c'est quelqu'un en fait qui n'a pas la connaissance de Dieu, littéralement. Et donc ça peut être quelqu'un qui est en recherche de Dieu, mais qui ne l'a pas encore trouvé. Ou alors ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout en recherche. Il y a différentes façons de vivre en tant qu'agnostique. Mais qui a conscience des autres religions. Qui a conscience des autres religions. Et en fait, la différence avec athée, c'est que l'athée, lui, il dit que Dieu n'existe pas. L'agnostique ne se permet pas de le dire, ni de dire que Dieu existe. Et donc, Interfaith Tour, c'est un projet qui existe qui a été fondé en 2012. Il y a eu un premier tour du monde en 2013, il y en a eu 2 autres depuis. Et nous, avec Abderrahim, Florène et Adèle, on constitue la 4e édition de ce programme. Abdel, elle est donc agnostique. Florène, elle est juive, Abderrahim, il est musulman, et moi, je suis catholique. On a tous entre 23 et 25 ans. Et en fait, ce projet, pour nous, c'est à la fois un moyen de pousser un peu plus loin notre engagement dans Coexister, et aussi, c'est une première étape dans notre vie professionnelle, et c'est quelque chose qui nous façonne, en fait. Oui, c'est hyper fort aussi comme engagement. Et donc, comment t'es arrivé à avoir envie de faire partie de Coexister? Ça date donc de quand, ton arrivée dans l'association?
C'est une histoire un petit peu longue qui remonte à l'époque où j'avais environ 11 ans, on va dire. En fait, il se trouve que ma marraine, donc catholique, a une sœur qui s'est convertie au judaïsme pour aller vivre en Israël avec un juif anglais. Et au moment où sa sœur s'est convertie, elle a essayé de mieux connaître le judaïsme, dont elle était assez ignorante, et elle s'est rendue compte qu'en fait, ce judaïsme, c'était les racines de sa propre foi catholique à elle. Et du coup, quand j'avais 11 ans, elle m'a emmené dans une semaine d'études de texte où il y avait un groupe d'enfants aussi. Donc tu étais déjà bien sensibilisé quand même à ces formes de religion. J'avais été au caté, mais je connaissais, et il y avait des musulmans dans mon école, mais des juifs, j'en avais jamais vu, sincèrement. Et du coup, je me retrouve là. J'ai passé une semaine fantastique, mais j'ai pas vraiment, il y avait 1 ou 2 explications de texte prévues pour les enfants, mais sinon, j'ai pas vraiment vécu une expérience qui était particulièrement interconvictionnelle. On était surtout des enfants, quoi. On se rendait pas compte vraiment de ce qui se passait. Et ensuite, vers mes 14 ans, elle m'a invité à nouveau à venir faire des photos en fait, pour d'autres types de semaines, de conférences comme ça. Donc moi, je me suis fait arnaquer puisque je me disais, c'est cool, je vais aller faire des photos. À cette époque, je commençais déjà à sentir que j'avais envie d'être photographe. Et donc voilà, j'ai dit oui. Et là, en fait, je me suis pris vraiment des grosses claques parce que je me suis à nouveau retrouvé avec des jeunes juifs. J'en avais toujours vu très très peu entre mes 11 et mes 14 ans. Là, je me suis à nouveau retrouvé avec des jeunes juifs et en fait, on a partagé des choses qui étaient hyper fortes. On avait des questions qui étaient très très proches sur l'avenir de l'humanité, ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète au niveau de l'écologie et tout ça. On écoutait la même musique, on avait les mêmes passions, on jouait au même sport. On partageait plein de choses et en même temps, il y avait quelque chose chez l'autre qu'on ne comprenait pas parce que comme on n'était pas amené à se rencontrer dans la vie, en fait il n'y avait pas d'espace pour discuter, quoi. À cette occasion, donc pendant ces semaines-là, j'ai rencontré notamment un chef scout juif qui s'appelle Benjamin, qui faisait partie des cofondateurs de Coexister. Donc il m'en a parlé à l'époque où ça a commencé à peine. À l'époque, c'était un petit groupe de 10 personnes à Paris. Moi, j'étais à Nantes chez mes parents, encore lycéen, donc il n'y avait aucune raison que je rejoigne ce groupe parisien. Puis l'association s'est développée. Il y a eu une dizaine de groupes en France. Donc moi, j'ai rejoint le groupe de Nantes. Et ensuite, maintenant, l'association, elle s'est développée. Il y a environ 45 groupes en France. Et dans chacun de ces groupes, en fait, on développe justement un espace où il n'y a pas de tabou au niveau de la religion. On peut discuter de ce qu'on veut, mais on peut aussi discuter avec des gens qui ne sont pas croyants. Et c'est ça qui est hyper intéressant en fait. Si on veut faire société ensemble, si on veut discuter de sujets de société et construire le vivre ensemble, on ne peut pas le faire avec 30% de personnes qui sont croyantes en France, 30% qui ne savent pas et 30% qui ne le sont pas. Il faut qu'on le fasse avec tout le monde et donc c'est pour ça que Coexister est interconnectionnel et pas interreligieux. Et qu'est-ce qui t'a amené aussi à Paris pour arriver même au cœur en fait de ce groupe qui gère aussi Coexister? Ouais. Alors en fait en parallèle de cette arrivée à Coexister, tu as une vie aussi en parallèle. Un petit peu. J'ai commencé des études de photographie. Donc, qui m'ont amené pendant 2 ans à Nîmes à faire une prépa et puis ensuite pendant 3 ans dans une école nationale supérieure qui s'appelle Louis Lumière à Paris. Et j'ai fait un master de photographie et en fait ce parcours il m'a amené aussi à me rapprocher de Paris qui est comme pour beaucoup d'associations l'épicentre de l'activité et donc j'ai rejoint il y a près de 3 ans maintenant l'équipe nationale en tant que chargé de mission bénévole pour la communication. Et non, jusqu'au moment où j'ai candidaté à Interface Tour et où aujourd'hui j'ai beaucoup d'occupations qui m'ont écarté de la communication pour l'association et qui me dirigent de plus en plus vers le projet. Donc au niveau donc, de l'Interface Tour, tu l'as dit, ça a été donc vraiment mis en place à partir de 2012-2013. Donc tu as vu les anciens, on va dire, partir. Vous les appelez donc les fellows, je crois. Les fellows. Ouais, voilà. Ouais. Donc tu as vu tous ces fellows partir. Ça t'a probablement peut-être donné envie aussi. Comment en fait est arrivée donc cette sélection pour donc participer à cette Interface Tour? Ouais, on dit les fellows parce que c'est un peu l'idée d'une grande famille.
parce qu'on a vécu tous une expérience qui n'est pas identique, mais qui est du même type et qui est très très forte. En fait, j'ai pas trop connu la première équipe Interface Tour pendant qu'ils faisaient leur tour du monde. Mais par contre, je suis devenu assez ami avec certains des garçons de l'équipe, et ils étaient 5 garçons. Et puis ensuite, par contre, j'ai suivi l'équipe 2 et l'équipe 3, donc qui étaient des équipes mixtes cette fois-ci. Et donc notamment pendant en fait la tournée de conférences qu'ils font en rentrant du Tour du Monde, où ils racontent leur expérience, à la fois les personnes qu'ils ont rencontrées et à la fois aussi comment ça les a transformés eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont découvert. Il y a toute une tournée qui est faite, c'est ça, à votre retour. Exactement. Et donc en fait moi je me suis rapproché du programme à ce moment-là, et ensuite c'était quoi la question exactement? Comment en fait t'es arrivé donc à vouloir participer, parce que je pense qu'on va y revenir, c'est quand même pas anodin de partir 8, 9, voire peut-être parfois plus, mois, H24. Donc comment t'es arrivé à te lancer dans cette aventure-là? Et donc ensuite j'avais le sentiment que tout le bagage intellectuel et pratique de photographe que j'avais acquis pendant 5 ans, je savais pas forcément comment l'employer à bon escient pour la société. Et donc j'avais besoin de m'engager aussi dans des projets qui donnent du sens à ma vie. Et en fait, Interface Tour, c'est le moyen de faire ça, parce que ce tour du monde, c'est bien sûr une expérience pour 4 jeunes, mais c'est aussi l'objectif de produire des vidéos, des photos, des articles. En ce moment, on a même un projet de documentaire pour que tout ce que nous on rencontre, en fait, ça ne nous serve pas qu'à nous, mais ça serve à toute la société, et notamment aux jeunes qui sont touchés par les formats vidéo qu'on utilise. Ouais, diffuser au maximum aussi, sensibiliser. Ouais, exactement. Et donc en fait, je pense que mon premier moteur pour m'engager dans Interface Tour, ça a été l'idée de mettre mes compétences professionnelles au service de quelque chose de bien. Et puis surtout que, bon, c'est beaucoup de boulot, mais comment vous arrivez en fait, là vous êtes 4, il y a eu beaucoup, donc on va dire de tests aussi qui ont pu être faits avec les équipes qui sont parties avant. Tu l'as dit au début, il n'y avait que des garçons. Vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il fallait quand même une fille dans l'équipe, ça apporte aussi d'autres choses. Mais comment vous vous répartissez actuellement les différentes tâches, etc. Est-ce que comment tout ce processus se répartit? Alors effectivement, il y avait 5 garçons dans la première équipe. Dans la deuxième équipe, il n'y avait qu'un seul garçon, 3 filles. Et au bout de la troisième équipe, on est arrivé à une équipe de 4 qui est paritaire, 2 gars, 2 filles, ce qui est le cas aussi de notre équipe. Et je pense que c'est un peu un enseignement de l'histoire. Finalement, avoir une équipe paritaire, c'est super important pour l'équilibre dans l'équipe. Et puis aussi parce qu'en fait, quand on est un homme ou quand on est une femme dans notre société actuelle, on ne vit pas les choses de la même façon. Et donc, partager une expérience aussi forte avec quelqu'un qui n'a pas le même vécu que nous et qui peut nous raconter comment elle vit les événements, c'est aussi très très enrichissant, plutôt que de le voir uniquement à travers ses propres yeux. Et donc, dans notre équipe actuelle, on se répartit un peu les tâches qui sont à faire avant le tour du monde, qui seront à faire pendant le tour du monde et puis même au retour. Je m'appelle Adèle, Abderrahim, Florène, Vincent et je suis juive, musulman, agnostique, catholique. Et donc Adèle s'occupe plutôt de la partie recherche et documentation. Donc ça consiste à écrire des fiches sur les pays qu'on va aller voir, conduire les interviews avec les personnes qu'on va rencontrer, qui sont des acteurs de paix engagés dans des initiatives interconvictionnelles. Abderrahim s'occupe de la programmation, donc en fait c'est lui qui s'occupe de tenir le planning de chaque journée, aussi de faire la recherche en amont des personnes qu'on va aller rencontrer, et puis de nous réveiller le matin tout simplement. Il y a des choses hyper pragmatiques aussi. Voilà. Moi je sais que je me réveille pas le matin tout seul si quelqu'un me tape pas dessus. Donc, c'est votre gouvernant en fait. Exactement, c'est notre gouvernant. Et Florène s'occupe plutôt de la recherche de fonds en amont, et puis pendant le tour en fait elle s'occupe de la tâche très ingrate de récupérer tous les tickets pour noter toutes nos dépenses, voilà. Parce qu'on est une association et qu'il faut respecter des règles comme tout le monde. Et toi dans tout ça? Et moi je m'occupe plutôt de la partie communication. Comme il y a ce projet de documentaire aussi qui est en cours, ça demande un travail un peu particulier par rapport aux autres équipes. Mais sinon, l'objectif principal, c'est de produire du contenu et de le publier sur les réseaux sociaux pour que pendant tout le tour du monde, il y ait des gens qui puissent nous suivre. Et déjà un petit peu en amont, de commencer à se présenter la carte des pays dans lesquels on va aller. Et puis aussi, on va bientôt entrer dans une période où on va faire un crowdfunding pour que chacun puisse nous aider à partir faire ce projet. Et voilà, il y a besoin pendant toute cette période de crowdfunding de produire du contenu, de dire aux gens, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait ce projet,
comment on le fait, c'est hyper important, et nous, quoi. Oui, donc c'est pas juste un petit tour du monde en mode vacances, c'est un vrai travail en amont. Ça prend beaucoup de temps. Je sais pas en années si ça peut se compter. Ouais, ça se compte peut-être pas en années, mais il y a 1 an et demi de préparation entre la sélection de l'équipe et le moment où on part en tour du monde, avec une montée graduelle de l'implication de chacun dans la préparation. Au début, on était à 3 heures par semaine. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre d'une vingtaine d'heures par semaine chacun, certains un peu plus, notamment parce que Florène et moi sommes volontaires en service civique en ce moment. Donc en fait, on dédie tout notre service civique à préparer ce projet. Bon, vous avez la chance de passer, entre guillemets, vos journées dessus Ouais. dans le cadre de service civique, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté frustrant, parce que même quand on parle dans la description des différents postes, vous avez quand même des choses, tous à mon avis, autant à travailler, mais pas à des moments, au même moment. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais dans le sens où... Est-ce qu'il y a un côté parfois frustrant pour certains membres de l'EPIC, ou même toi, comment tu l'as ressenti justement, toi tu passes ton temps là-bas, il y en a qui ont peut-être un vrai... C'est pas que c'est pas un vrai job de s'occuper de ça, le prend pas mal, mais en tout cas qui ont une autre vie aussi à côté, qui travaillent dans d'autres domaines. Comment vous arrivez à gérer tout ça ? Beaucoup de questions dans ma question. Ouais, ça demande de savoir jongler entre les temps perso, les temps dédiés au projet et les temps où il faut qu'on fasse autre chose, soit parce qu'on a un job, soit parce qu'on a des études, soit parce que on a d'autres choses à faire. Moi, en parallèle du service civique, je continue à faire quelques missions de photographe. Florène, elle est étudiante, donc elle doit rédiger un mémoire en même temps. Et puis Abderrahim, il est en stage, et Adèle, elle a son premier boulot. Donc clairement, il faut savoir jongler entre tout ça, mais je pense qu'on a tous aussi des frustrations qui interviennent et qui sont différentes. Pour moi, c'est le fait de mettre un petit peu ma carrière de photographe de côté, parce qu'en ce moment, ce que je fais, c'est pas vraiment non plus de la photographie. Pendant le tour, ça le sera beaucoup plus, mais en préparation, c'est plutôt de la mise en page de documents. Pour Adèle, c'est le fait de se dire que en fait, elle a trouvé un job, qu'elle l'adore, mais qu'elle va devoir le quitter juste avant de partir et démissionner. Et en fait, quand on a 20 ans, 25 ans, qu'on a trouvé notre première offre d'emploi, on a rarement envie de démissionner. C'est déjà suffisamment dur quand on est jeune de trouver un boulot. Donc voilà, on vit tous des trucs, je pense, qui sont un peu différents. Et il n'y a pas de... Enfin, il y a pas de compétition entre ces différentes frustrations. On en parle beaucoup entre nous. Pour être transparents les uns avec les autres, et aussi savoir quand est-ce qu'il faut qu'on vienne en aide aux uns ou aux autres quand il y a des moments un peu plus durs pour eux, soit dans leur job, soit dans la préparation du projet. Et puis voilà quoi, c'est un travail d'équipe. Après, on n'est pas des super-héros, il y a plein de gens qui font ça. Je pense à toutes les personnes qui sont engagées dans des associations en France, elles ont toutes à gérer ce genre oui, non, mais bien sûr, d'équilibre. Mais en tout cas, ça demande aussi beaucoup d'aide, tu l'as dit, puis vous aider entre vous, mais d'aide financière, donc avec aussi, je pense, vous, de votre part, il y a quand même un engagement aussi, mais avec donc, des demandes pour différentes peut-être fondations, etc. Comment donc vous arrivez à gérer cet aspect aussi financement, c'est pas rien, vous partez 8 mois, c'est bien ça ? On part 8 mois, et donc comme c'est un tour du monde qui est pas un voyage de vacances en fait, qui est un tour du monde d'études où il y a un impact assez quantitatif autant que qualitatif, en fait on a des gros postes de dépenses du style les billets de transport en fait pour étudier 25 pays qui sont pas du tout compressibles, ce qui fait que oui, on a un budget assez élevé et qu'on est obligé d'aller toquer à la porte à la fois des fondations, d'entreprises, de certaines entreprises directement, de services publics qui ont des bourses pour des projets de ce type-là. Et puis on fait aussi appel à la générosité de chacun avec le crowdfunding. Dans beaucoup de projets. Comme dans beaucoup de projets, exactement. Et puis on a aussi un investissement personnel qui est en partie financier, mais aussi énormément humain, parce qu'en fait on a évalué le temps que nous on va donner au projet, de la préparation jusqu'à la tournée de restitution, et ça équivaut à 200 000 euros de salaire pour quelqu'un qui bosse au SMIC. Donc en fait, le budget du projet c'est entre 100 et 150 000 euros, mais nous on donne déjà 200 000 euros de notre vie au projet, ça nous occupe quasiment 2 ans, et donc du coup voilà, on a besoin aussi de l'aide des autres pour le mener à bien. Et justement là... T'en parles parce qu'en plus avec beaucoup d'entrain, etc. Mais
je suppose que ça implique aussi que ce soit toi, mais bon, tes partenaires aussi, mais là on est plus concentré sur toi, différentes peurs, différentes craintes. Bon, toi, t'as pu voir que ça avait fonctionné, ces dernières équipes, etc. Les derniers voyages avaient bien fonctionné, mais quels sont peut-être les doutes que t'as pu te poser jusqu'à présent? Ouais, des doutes, il y en a tous les jours. Il y a des doutes qui sont liés justement à la recherche de financement, parce que c'est quand même une recherche qui est assez compliquée. On n'est pas des entrepreneurs, on n'a pas un produit et vous allez pas, les gens qui vont participer à notre crowdfunding ou les entreprises, elles vont pas acheter un produit ou un service qui va avoir un impact très direct sur eux. En fait, nous, ce qu'on vend, c'est le fait d'aller chercher toutes les bonnes pratiques qui se passent dans le monde au niveau de la coopération interconfessionnelle et interreligieuse, connecter tous ces acteurs entre eux pour qu'ils aient plus d'efficacité et en France, répliquer les meilleures idées. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est pas un impact qu'on peut mesurer 3 mois après parce que le produit fonctionne bien. C'est un impact qu'on mesure sur 10 ans parce qu'une génération a été mieux formée aux différents faits religieux dans le monde, parce qu'une génération a été mieux formée au fait que avec nos différences et grâce à nos différences, on est une société plus forte et on peut construire une société plus unie, plus solidaire. Donc forcément, en fait... ça crée cette difficulté à faire comprendre que ce qu'on fait c'est important et ça a de l'impact, ça fait que c'est plus difficile aussi d'aller chercher des fonds et donc parfois il y a des doutes parce que du jour au lendemain on avait prévu d'obtenir une bourse de 20 000 € de quelqu'un et finalement c'est pas possible et donc on repart à zéro et on reconstruit à nouveau et ça arrive tout le temps, tous les jours. Mais bon, c'est aussi le lot de tous les projets comme ça. Mais même toi, au point de vue même personnel, je parle au niveau de... Tu l'as dit, donc tu es photographe à côté. Ouais. C'est quand même beaucoup de sacrifices. Après, c'est pas négatif quand je dis sacrifice, mais c'est quand même une décision à prendre. Certes, c'est de ton plein gré, mais... c'est quand même pas anodin de mettre un pan de sa vie de côté, en fait. À notre âge, comme tu l'as dit, en fait. Ouais, c'est vrai. J'essaie de pas trop utiliser le mot sacrifice parce qu'en même temps, je suis conscient que j'ai une chance extraordinaire de participer à ce projet. C'est des compromis, on va dire. C'est des compromis, ouais. Et par exemple, dans ma vie personnelle, donc j'ai terminé mon école de photographie il y a 6 mois, un peu plus, quasi 9 mois. Et il y a 3 mois, on m'a proposé un super job en CDI avec un bon salaire qui correspond à ce que j'ai envie de faire, qui me laisse suffisamment de temps pour continuer à développer des projets personnels à côté. En gros, le job de rêve que tout le monde imagine avoir en sortant d'école, que moi j'imaginais plutôt avoir au bout de 10 ans en fait. Et sauf que c'est un job où ils avaient besoin d'un engagement pour plusieurs années et que moi, au bout de 6 mois, je partais en voyage pour Interface Tour, j'allais leur dire ciao et j'ai joué carte sur table avec eux et du coup ils m'ont dit non, c'est pas possible, on a besoin de quelqu'un qui reste au moins 2-3 ans. Donc c'est clair que ça c'est un coup un peu dur de se dire j'ai trouvé ce job, il est parfait mais je vais devoir le refuser quand même et si ça se trouve en rentrant je vais galérer parce que je trouverai plus parce que tout le monde aura oublié que j'ai des compétences de photographe. Donc ouais, il y a des coups durs comme ça mais en même temps il y a aussi un horizon qui est hyper lumineux donc c'est un compromis et moi je suis quelqu'un de plutôt positif par nature donc j'essaye toujours de me tourner vers ce qui m'attend avec le sourire et il y a des trop belles choses. Et ça, on y viendra de toute façon, je pense, tu m'expliqueras un peu ce que toi t'envisages, peut-être pour après, comme c'est quand même très flou encore. Mais là, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, donc tu l'as dit, c'est quand même pas anodin, vous travaillez tous ensemble depuis donc maintenant plusieurs mois, en tout cas sur ce projet. Et comment c'est en fait, parce que on est tous déjà partis en vacances avec des copains, on sait ce que c'est que travailler aussi avec des gens. Comment en fait vous vous préparez à un tel voyage entre jeunes, puisque faut le rappeler, vous êtes quand même tout seul. Comment vous gérez en tout cas les potentielles crises qui vont peut-être avoir lieu? On les gère quand même avec des mentors justement, et puis grâce aux fellows qui ont déjà fait le tour du monde et qui sont rentrés.
notamment les membres de l'équipe 1 et 2. L'équipe 3, elle vient de rentrer, donc c'est parfois un peu compliqué pour elle de s'investir tout de suite dans la formation de l'équipe d'après. Il faut déjà qu'ils digèrent leur propre voyage et c'est pas une mince affaire. Mais les 2 premières équipes, elles nous aident énormément dans la préparation. On a des temps forts dans notre préparation à peu près tous les 2 mois depuis le départ. Et ces temps forts, ça a été des semaines, des week-ends de lancement où là on essaye de fixer très rapidement des détails qui peuvent paraître anodins, mais en fait qui permettent de se projeter, du style tous les pays qu'on va aller voir, le calendrier, quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on rentre. Si on décide pas de ça très très vite, en fait, ça fait 1 an, au bout d'1 an, on est toujours en train de se préparer et on sait toujours pas où on va. Donc voilà, il y a des phases comme ça. Et après, il y a aussi des formations beaucoup plus complètes qui sont un peu des crash tests. Il y en a eu une à Malte l'été dernier, où là, on était encadré par des formateurs qui sont des membres des équipes 1 et 2. Et puis, il y en a eu aussi une à cheval entre la France et Berlin, où on a à la fois fait 4 jours de réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour nous Interface Tour. Parfois, c'est bête, mais on se lance dans le projet, puis en fait, on n'a pas pris le temps de se dire vraiment pourquoi on est motivé à le faire, et c'est important de se le rappeler entre nous 4. Et puis aussi 4 jours de crash test à Berlin, où là on n'avait plus de formateurs, donc on était vraiment en condition de tour du monde, pour voir les petites routines du quotidien, comment elles se mettent en place. Est-ce qu'on a les bons réflexes pour se lever à la bonne heure, est-ce qu'on prévoit suffisamment de temps dans les transports, voilà. Tous les petits réflexes comme ça. Est-ce qu'on a eu le temps de manger à midi ? Parfois non. Et puis voilà, essayer aussi de tester un peu la routine des interviews, de s'habituer à parler anglais toute la journée. Oui, c'est vrai, ça il faut quand même le prendre en compte. Ouais, c'est pas... Et après, quand on rentre en France, on se rend compte parfois qu'on ne sait plus parler français parce qu'on a pris trop l'habitude de l'anglais. Mais c'est des semaines d'adaptation. Et puis on a aussi, il y a 2 semaines, vécu un week-end qui est au contraire très recentré sur nos individualités, pour essayer de faire par exemple une carte mentale de toutes les choses qu'on aime faire aujourd'hui dans notre vie. Essayer de les relier au moment où on va partir en tour du monde et de nous poser la question à chaque fois, est-ce que je vais pouvoir continuer pendant le tour du monde ? Est-ce que je vais devoir arrêter cette chose qui me fait plaisir ? Comment est-ce que je me prépare à la continuer ou comment je me prépare à l'arrêter ? Donc il y a aussi beaucoup de prise en compte du fait qu'on a besoin d'être en équilibre personnel pour bien travailler en tant qu'équipe pendant le tour du monde. Et par exemple, là, par rapport à différents exemples que tu pourrais donner sur la carte mentale, des choses compliquées, par exemple, regarder des séries. J'adore regarder des séries. J'ai parcouru la moitié du catalogue Netflix, mais pendant le tour du monde je vais pas avoir le temps parce que je serai en train de monter des vidéos à la place, donc il faut peut-être que je sélectionne la série que j'ai envie de continuer pendant 8 mois, ou il faut s'y préparer peut-être en réduisant la quantité, ou alors en décidant définitivement que cette chose-là, j'aime bien la faire mais elle n'est pas essentielle, donc je vais l'abandonner. Par exemple, j'avais relié la relation avec ma famille au tour du monde et j'ai décidé que j'avais envie de parler 1 heure par mois au moins à ma famille, pour continuer à garder le lien, et alors que d'habitude je le fais plutôt 1 heure par semaine, tu vois. Essayer de trouver à nouveau des compromis qui permettent de ne pas vivre des frustrations et de ne pas vivre de grosses crises pendant le tour du monde. Et après, malgré ça, il y aura forcément des choses qui seront compliquées à vivre parce qu'il y a des moments où on sera déboussolé, on aura perdu tous nos repères. Mais pour gérer ces moments-là, on compte à nouveau sur l'aide des personnes extérieures, notamment ceux qui ont déjà vécu le tour du monde et qui ont cette expérience. Avec qui vous serez en contact ? Avec qui on sera en contact très régulièrement. On a la chance quand même d'être au XXIe siècle et d'avoir donc accès à cette communication libre partout en fait, où vous serez. Bon, il y aura peut-être des endroits où ça captera moins, je sais pas. Oui, il y en aura quelques-uns, mais globalement, on est quand même... Mais ils seront là en tout cas. Ouais. Mais oui, c'est hyper intéressant parce que au-delà en fait de votre projet qui concerne en fait l'interreligieux, je trouve ça hyper fort de, en tout cas, réfléchir autant pour que ça se passe au mieux, puisque ça peut être valable pour n'importe quel projet de vie en fait, et pas nécessairement juste un projet qui concerne la religion ou les formes en tout cas d'initiatives qui peuvent être prises dans le monde, et c'est pas anodin, puisque tu le parles donc de ces fameux crash tests. On aurait envie en fait parfois souvent de faire des crash tests avec n'importe qui, mais je parle même dans le perso avec je sais pas, son copain, sa copine, on va faire un crash test, mais parfois, et je pense, je me trompe peut-être pas, mais ça explose. Il y aura forcément des moments où ça va peut-être la tension monter, et ces crash tests sont là pour éviter en tout cas que ça se passe, on va dire, très très mal.
et notamment au niveau de, donc justement, est-ce que vous avez eu des formes d'exercices, de formation autour de, si jamais vous vous disputez, comment ça se passe ? Ouais, d'autant que des disputes, il y en a déjà eu. En fait, quand on se lance à tel point dans un projet et qu'on est 4 jeunes avec des histoires différentes, on vient pas des mêmes milieux sociaux, on n'a pas fait les mêmes études. Parfois, il y a des mots qu'on utilise qu'on comprend pas parce qu'ils sont attachés à notre jargon professionnel, quoi. Donc, il y a déjà eu des disputes, hein, ça c'est clair. Qui sont toutes très très bien résolues. Mais pour arriver à cette résolution, on a notamment été formé à la communication non violente, en fait, qui était parfois une découverte pour certains d'entre nous, parfois un moyen de la creuser parce qu'on en avait déjà entendu parler, notamment parce que la communication non violente, c'est un principe qui est beaucoup mis en avant au sein de Coexister. Et un des principes, par exemple, c'est de jamais s'adresser à l'autre en lui disant tu m'as blessé, mais de s'adresser à l'autre en lui disant je ressens une blessure parce que tu as dit ça. Donc en fait, tu as dit ça, c'est un fait, ça, j'ai le droit de te le dire. Mais par contre, le sentiment, je le projette pas sur toi, c'est le mien, mon sentiment de blessure. Et en fait, faire cet effort de revenir à soi, quand on gère une situation compliquée, c'est hyper intéressant, ça évite les affrontements bilatéraux, frontaux en fait, ça permet de prendre du recul un petit peu et en fait, moi même dans la vie, je me rends compte aujourd'hui que quand quelqu'un me dit tu m'as blessé, j'ai envie de lui rétorquer non c'est pas vrai, je t'ai pas blessé, en fait c'est toi qui as mal compris. Alors que quand il dit je me sens blessé, alors là j'ai envie de lui dire mais non pardon, en fait c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, ça t'a vachement appris et j'ai l'impression au-delà même de, en tout cas là, ce que t'es en train d'apprendre maintenant, tout ce parcours qui est le tien, t'apprends à voir les choses vachement de façon plus ouverte. Ça, c'est un enseignement pour la vie, en fait, et ça va se continuer pendant le tour du monde parce que là, on fait la découverte d'outils et puis après, on va faire la découverte de l'altérité la plus totale qui va aussi nous faire grandir. Mais c'est des choses qu'on garde pour toute la vie et je pense qu'on essaye aussi de diffuser autour de nous en permanence parce que ça transforme nos façons d'être. Et justement, là, bon, c'est dans un cas critique, on va dire, si jamais il y a une dispute. Mais donc dans ta vie à côté, puisque bon, là j'ai l'impression en plus au service civique, tu vis, tu respires Interface Tour, tu respires Coexister. Est-ce que tu as des petits tips aussi ? Est-ce qu'on vous a appris aussi un peu à prendre du temps pour vous ? Parce que je sais pas combien de temps ça correspond quand même, tout ce travail tous ensemble, mais vous allez être amenés à avoir envie peut-être un peu de... pas vous mettre de côté, mais à vous recentrer aussi sur vous-même quand on est H24 ensemble. Comment ça se passe ? C'est intéressant parce que c'était aussi un des points de la formation d'il y a 2 semaines où en fait on nous a demandé d'écrire, de lister la totalité des impondérables, les choses avec lesquelles on ne peut pas transiger, les refuges personnels dont on a besoin pendant le tour du monde. Et donc on a des rapports différents à ça. Il y en a pour qui c'est un refuge dans la spiritualité, il y en a pour qui c'est aller au musée, il y en a pour qui on a différentes manières d'exprimer le besoin de se reconnecter à nous-mêmes et d'être tranquille. Mais on avait tous une liste assez conséquente en fait de choses avec lesquelles on ne peut pas transiger et c'est hyper important d'y réfléchir avant plutôt que de les découvrir devant le fait accompli. Et toi par exemple, sans forcément tout citer, mais des choses en tout cas qui sont vraiment c'est rédhibitoire, en tout cas ça doit être présent. Pour moi il y a une importance grandissante de la spiritualité, mais assez étonnamment, alors que je me dis catholique et que j'ai une pratique qui est construite autour de rites liturgiques assez précis, je pense que je vais pas mal vivre le fait de ne pas pouvoir aller à la messe au même rythme que j'y vais quand je suis à Paris, dans mon cocon familier, mais par contre, j'ai besoin par exemple, d'avoir un temps où je peux prier tranquillement quand j'en ai besoin, peut-être une fois par semaine, peut-être ce sera une fois tous les 3 jours, je sais pas, mais j'ai besoin que à certains moments, on puisse préserver pour moi ce moment de reconnexion avec ce qui est pour moi l'essentiel. Oui, ça doit être valable aussi pour les autres. Et c'est valable aussi pour les autres. Abderrahim nous a exprimé par exemple son besoin à chaque fois que c'est possible d'aller le vendredi à la mosquée pour la prière, alors que le reste du temps il fait la prière quand c'est possible
sans aller à la mosquée. Florène, par exemple, elle a exprimé le souhait de passer certaines fêtes juives dans des familles juives ou dans des synagogues pour vivre pas toute seule, mais en communion avec une communauté à laquelle elle se sent attachée, ces moments forts. Adèle, l'histoire des musées, en fait, c'est Adèle qui le disait, moi, j'ai pas besoin de toutes ces choses parce que je suis agnostique. Je sais pas si Dieu n'existe pas, donc je vais pas aller dans un lieu de culte. Mais par contre, j'ai besoin d'aller au musée. C'est le moyen de me ressourcer avec la beauté du monde, avec ce qui, en fait, nourrit ma spiritualité. Donc voilà, on a tous des jardins secrets comme ça à préserver. Vous avez la possibilité, c'est ça, d'être seul à un moment. Il n'y a pas cette obligation, il n'y a pas un contrat signé. Vous devez être H24 ensemble. Il y a quand même cette possibilité, voilà, de respirer un peu. Oui, c'est clair, c'est la possibilité de respirer et en même temps, on essaye d'être orienté toujours vers le projet et donc de faire la balance entre l'équilibre personnel et l'équilibre de groupe. Parce que si à un moment donné, on favorise trop l'équilibre personnel, on risque aussi de vivre des crises. Donc, par exemple, le vendredi, Abderrahim, c'est le jour où il aimerait bien aller à la mosquée, mais parfois, il y a des vendredis où on a déjà planifié qu'on allait prendre un avion. Donc on essaie de prendre en compte, voilà, est-ce que cet avion, on a besoin de le prendre ce jour-là? Si on a besoin de le prendre ce jour-là, qu'est-ce que ça implique sur l'autre? Peut-être simplement en discuter avant pour pas que ça soit vécu comme une frustration gardée au fond de son cœur et pas exprimée et qui, au fur et à mesure du voyage, va devenir de plus en plus grande et à un moment donné peut-être exploser. Et donc, maintenant, on est à... Alors, quand l'épisode sortira, on sera probablement... vous partez début août. Ouais. On sera à 4 mois du départ, à peu près. Donc, ça vous fait un retour quand? Ça nous fait un retour le 1er avril. Voilà, 1er avril, donc 2020. 2020. Donc, ce sera très drôle, peut-être, de rediscuter, en tout cas, après, en fait, ces 8 mois. Mais en tout cas, l'engagement pour vous s'arrête pas là, puisque tu l'as dit, vous partez en tournée après. Ouais. Là, je pense qu'on se rend pas bien compte. À nouveau, je pense qu'on vous prépare aussi pas mal, parce que vous avez de la chance d'être quand même très bien entouré à coexister. Mais à cette charge aussi, que ce soit physique, mentale, il y a beaucoup de choses à gérer. Ouais, d'expérience, c'est le moment le plus difficile à gérer par toutes les équipes précédentes. La tournée. Pas la tournée, mais le moment où ils rentrent en France, où ça fait entre 7 à 10 mois qu'ils ont quitté la France, qu'ils sont exténués et que le lendemain matin, ils doivent monter dans un van pour aller donner une conférence à l'autre bout de la France. Et donc ça, je pense que c'est vraiment le moment le plus compliqué. Et donc, au fur et à mesure des éditions, on a essayé de moduler cet atterrissage pour qu'il soit le plus... transition plus douce. Ouais, pour avoir une transition plus douce. Notamment, par exemple, la dernière équipe, quand ils sont rentrés, ils ont eu 5 jours de décompression totale où ils avaient un calendrier complètement libre pour faire ce qu'ils voulaient avec leur famille, avec leurs amoureux, leurs amoureuses, et ensuite repartir sereinement en tournée. Donc a priori c'est certainement ce qui va se passer pour nous aussi. On est en train de construire ça tous les jours pour voir comment on va être le plus efficace après quand on va faire la tournée pour ne pas être complètement fatigué et être vivant pendant les conférences, avoir de l'énergie, etc. Ouais. Ça doit faire très drôle justement de retrouver une liberté on va dire quasi totale au retour, mais ça je pense que t'en parleras avec vraiment l'expérience du vécu quand tu rentreras, mais oui c'est pas anodin. Et puis tu l'as dit, au-delà de la famille, il y en a peut-être en fait dans les équipes qui étaient en couple, et certes on a parfois certains vécu des expériences d'Erasmus à l'étranger, des choses un peu comme ça. Là c'est quand même des choses à prendre en compte, mais moi aussi ce qui m'intéresse c'est donc ta vision pour après. Puisque là, on a parlé donc de tout ce rapport que tu peux avoir grâce aussi à l'association qui existait, qui t'a fait arriver en fait là où t'en es aujourd'hui. Ce premier, on va dire, quart de siècle presque. Mais on va dire dans un futur plus ou moins proche, donc à l'arrivée, le retour du voyage, quelles sont déjà, à mon avis, tes projections pour ton retour, tes futures envies, où c'est vraiment le flou total? Sincèrement, j'ai plein d'idées, mais j'en sais rien à la fois.
toutes les idées d'avenir que j'avais jusqu'à maintenant, elles n'envisageaient pas de faire un tour du monde. Donc du coup, ça retrie les cartes en fait, ça remet tout en perspective. Moi, je pensais que j'allais juste être photographe, commencer ma carrière et bosser et jamais m'arrêter. Et là, en fait, je produis de plus en plus de vidéos dans le cadre de la préparation. Et pendant le tour du monde, je vais faire quasiment que ça, beaucoup plus de vidéos que de photos. Aujourd'hui, je travaille aussi sur des projets de design d'interaction qui me passionnent. Et en fait, voilà, toutes les perspectives changent. Il y a des nouvelles routes qui s'ouvrent. Et donc, en vrai, avec en plus le vécu d'un tour du monde, la rencontre de gens hyper inspirants, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui fait un job que je vais adorer à l'autre bout du monde et qu'en fait, en rentrant en France, je vais avoir envie de le faire, j'en sais rien. Donc, du coup, c'est assez compliqué de répondre en rentrant, je vais faire telle ou telle autre chose. Et puis même en rentrant, tu sauras peut-être pas, mais justement, est-ce que ça te fait peur tout ça, le fait de pas nécessairement arriver à prédire tes envies, même à ton retour, etc. J'ai pas trop peur parce que j'ai quand même plein d'envies donc, qui sont de redevenir photographe, de travailler de plus en plus avec de la vidéo, de travailler en design d'interaction pour des structures qui sont engagées pour le social. Et ces idées, elles vont peut-être être modulées, peut-être qu'elles vont prendre des directions différentes, mais de toute façon, je vais pas changer complètement de personne. Donc, et puis, bon, c'est ça, on revient à ma nature optimiste, mais j'ai plutôt hâte d'être au moment du retour et de pouvoir prendre une feuille blanche et écrire la suite de ma vie. J'ai pas trop de... C'est ça, d'être rentré riche de tout ça. Exactement. Et puis en même temps, il y a des constantes. J'ai envie de... La vie que je projette aujourd'hui avec mon amoureuse, j'ai envie qu'elle puisse continuer à se poursuivre. Voilà, il y a plein de... Ma famille, j'ai envie de les retrouver au moment du retour et de leur raconter tout ce qui me serait arrivé et donc de renforcer les liens que j'ai avec elles. Il y a plein de constantes en même temps qui vont, j'espère, pas du tout bouger. Et d'ailleurs, par rapport à ta copine, si tu veux en parler, comment vous gérez en fait tout ça? Parce que pareil, je pense qu'on vous y prépare aussi mentalement. C'est des choses que vous avez dû quand même pas mal discuter aussi. C'est des choses qu'on a pas mal discuté et qu'on va continuer surtout de discuter pendant les 5 derniers mois. On intensifie la prise en compte de notre relation pendant le tour du monde là, en ce moment. Et puis pendant le tour du monde, en fait, elle va avoir l'occasion de me rejoindre peut-être à une ou deux fois. Ah yes, très bien ça. Et ça, voilà, ça semble assez important aussi de ne pas être complètement décroché. Et puis c'est... En fait... c'est long, 8 mois. C'est long, 8 mois, et puis il y a besoin aussi d'être dans un équilibre entre raconter pour ne pas faire en sorte que l'autre se sente exclu, et en même temps ne pas tout lui dire, parce qu'il ne faut pas qu'il se sente enseveli sous la joie du voyage, alors que lui, il est toujours à Paris et qu'il attend, quoi. Ou qu'elle, en l'occurrence, est toujours à Paris. Et donc, il faut... moi, ça me semble important qu'à une ou deux occasions, voilà, elle puisse me rejoindre sur le tour pour avoir des moments de partage, de retrouvailles qui vont permettre de stabiliser la relation pour attendre la fin, vraiment la fin du voyage. Oui, et puis c'est une façon de partager aussi ton expérience, parce que tu le dis, certes, en parler, c'est bien, mais qu'elle puisse en tout cas voir en tout cas ce que tu vis au jour le jour, c'est pas mal. Mais effectivement, c'est des choses qu'il faut anticiper, comme n'importe quelle période où on a des relations à distance. Ouais. Et puis en dehors de ça, il y a aussi plein de personnes qui vont essayer de nous rejoindre à différents moments. Je pensais pas que c'était possible. Du tour du monde. C'est très bien ça. Alors en fait, il y a une règle, c'est que les personnes qui nous rejoignent, elles doivent se mettre dans nos bottes. Donc nous, on fait notre programme de la journée et en dehors de ce programme, si on a le temps, on en profite pour les voir. Donc généralement, ce que des coexistants qui veulent nous rejoindre font, c'est que ils vont visiter un pays et le soir, on va organiser une soirée dans un bar pour tous se retrouver après notre journée de travail à nous. Mais oui, c'est possible et parce que en fait, déjà, il y a plein de gens qui sont nos amis, avec qui on a un engagement associatif fort, qui ont envie de nous rejoindre et de partager aussi un peu ce quotidien exceptionnel avec nous. Et puis pour nous aussi, c'est un moteur d'avoir des soutiens comme ça réguliers sur tout le parcours. Ça me fait penser un peu, c'est une métaphore, tu la valides ou non, hein, mais un peu comme si vous faisiez quand même un travail de longue haleine, type marathon,
et que à kilomètre 10, il y a papa qui m'encourage, à kilomètre 20. Ça fait un peu, en fait, certes c'est dur, mais on a eu envie de le faire. Donc on s'est engagé dans cette course. Ah, je trouve ma métaphore pas si mal en vrai. En fait, c'est un peu... Ouais, il y a un côté... je pense qu'une fois que tu seras dedans, il y aura des moments où tu auras peut-être ras-le-bol, mais tu l'avais décidé, alors faut aller jusqu'au bout. Et puis, bah hop, il y a la copine à tel kilomètre, hop, il y a... Je pense que... Je valide complètement cette métaphore. Non, mais ouais. En tout cas, oui, c'est assez intéressant par rapport à ça, puisque à nouveau, je pense que je me répète, mais j'ai l'impression que ça peut concerner n'importe quel type de personne et pas nécessairement un fellow à coexister, en fait. D'où ta présence aussi aujourd'hui. Chose qu'on n'a pas forcément évoquée à présent, et je pense qu'on va finir sur ça, qui aurait pu être peut-être fait avant, mais peu importe, le fil de la discussion, ça s'est fait comme ça. J'ai l'impression, en t'écoutant parler, que en fait, t'as le profil parfait pour partir à coexister, enfin partir en tout cas en tant que fellow, et je pense que c'est pas anodin, puisqu'ils ont fait un long travail de recrutement, puisque justement ils essayent de trouver les bonnes personnes, mais aussi les bonnes personnes entre elles, je suppose. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce méga recrutement qui n'est pas anodin? Ouais, c'était un recrutement sérieux, on va dire. En fait, on était une trentaine de candidats. On était 12 à avoir été sélectionnés pour une finale qui s'est déroulée à Paris, qui a duré 12 heures en fait, où on a eu des épreuves pratiques. Donc on a eu notamment un escape game où on était observé en équipe fictive en fait, constituée exprès pour l'exercice. Pour voir comment est-ce qu'on, justement, quelles étaient nos interactions en équipe, est-ce qu'on s'en sortait bien en équipe et pas de façon individuelle. On a eu des entretiens collectifs et individuels. On a eu une autre épreuve dans Paris, avec plutôt une épreuve un peu sportive où il fallait courir, porter des gens, etc. Mais ça a duré combien de temps? Ça a duré 12 heures. C'était vraiment une journée hyper intense. Là, cette journée, mais en tout, là, j'ai l'impression que tous ces étapes de recrutement, ça s'est allé sur combien de temps? Ça s'est étalé sur un gros mois, parce qu'en fait, on a envoyé nos dossiers un 15 septembre et on a été sélectionné le 21 ou 22 janvier 2018. Ok, donc pardon, je te laisse reprendre par rapport à ces fameuses journées. Et donc c'était une journée très très intense. Et en fait, moi j'ai été vraiment très étonné d'une chose, c'est qu'on était 12 candidats. C'était a priori le projet qui nous animait pour les 2 prochaines années de notre vie, donc c'était un engagement très très important. On savait qu'il y avait des personnes remarquables à côté de nous et donc il fallait se battre. Et pour autant, j'ai jamais passé un concours ou un examen ou quoi que ce soit où il y avait autant de bienveillance entre les concurrents en fait. Moi j'ai vraiment été frappé, et aujourd'hui les personnes qui n'ont pas été sélectionnées, c'est nos meilleurs soutiens, alors que le jour où j'ai passé les concours pour mon école, si j'avais pas été accepté, j'aurais détesté les personnes qui avaient été sélectionnées à ma place. Donc déjà, je les remercie tous d'être aussi, je sais pas, d'être autant derrière nous. Et puis voilà, je remercie aussi le processus de sélection, enfin les fellows, d'avoir pensé à un processus qui permet ce genre de bienveillance, parce que cette bienveillance, on la croise pas beaucoup dans la société, que ce soit donc pour les concours d'école, pour les offres d'emploi, pour voilà. Et cette atmosphère, je pense qu'elle a permis de choisir 4 personnes qui sont loin d'être parfaites, mais par contre, c'est 5 personnes qui interagissent bien ensemble et qui sont capables de former une équipe solide et de mener le projet à bien. Bah oui, c'est pas anodin comme tu dis, puisqu'on n'est pas du tout amené à faire ce type de recrutement aussi bienveillant, comme tu dis, dans nos univers, que ce soit même créatifs, ou dans les écoles qui sont justement très... plus dans la compétition. On a pas mal parlé, c'était hyper intéressant. Je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose. Ouais, je voudrais juste rajouter une idée qui me semble importante, c'est qu'en fait, Abderrahim, Adèle, Florène et moi, on n'est pas des super-héros. Moi, pendant la sélection, j'avais vraiment peur de ne pas être sélectionné, parce que je trouvais que les candidats à côté de moi, ils étaient balèzes.
et avec les candidates d'ailleurs. Et en fait, je pense qu'on a tous à un moment donné la capacité à faire un truc. J'espère que tout ce qu'on va publier pendant le Tour du Monde, ça va vous donner envie de faire quelque chose pour notre société. Ce ne sera pas forcément un Tour du Monde, mais ce sera un petit truc ou un grand truc à l'endroit où vous serez, et ça sera suffisant en fait. Mais j'espère voilà, qu'on a cette capacité à être inspirant pour que chacun puisse trouver l'engagement dont il a besoin pour être équilibré et dont la société a besoin. Bah écoute, c'est parfait Vincent, parce que c'est un peu le but aussi de ce podcast, c'est aussi inspirer, peut-être créer des déclics, des conseils sans pour autant donner envie de faire exactement la même chose aux gens. Donc merci à toi d'avoir partagé un peu de ce quart de siècle. Et en tout cas, ce sera relayé pour sûr, cette Interfaith Tour, puisque moi j'ai grande hâte en tout cas de découvrir tout ce que vous allez faire et tes vidéos aussi au cours donc de cet été et de toute la fin d'année et début d'année 2020, ce qui a l'impression me paraît très très loin. Donc merci infiniment Vincent, et puis bonne route et on se verra à ton retour tout changé. Avec plaisir, merci à toi. Les quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Les quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc la belle et brillante illustratrice qui a donc réalisé le portrait de Vincent cette semaine est l'étincelante et pimpante Camille Gaubourg. Donc un grand merci à elle d'avoir pris le temps pour faire ce portrait et puis aussi de croire au projet, puisque c'est très important pour moi. Et voilà, allez voir son travail et toutes ses belles illustrations. Tout est relayé donc sur le compte Instagram ou sur le site internet Les Quarts de Siècle. Aussi, et si tu aimes donc ces épisodes, et si tu veux faire connaître aussi ce projet, n'hésite pas à en parler, à le partager autour de toi. Tu peux même t'abonner au podcast sur les différentes plateformes, donc que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe où tu l'écoutes. Et même si tu es encore plus motivé de chez motivé, ce qui peut en fait vraiment m'aider à faire vivre ce podcast, c'est laisser donc une note ou un commentaire sur Apple Podcasts par exemple. Je peux juste te dire merci d'avance. Quart de siècle, ça fait que commencer, et à lundi prochain. Alors attends, c'est quoi la question? Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, arrête. J'ai à la fin quoi. Qui se sont enchaînés.